Chapitre 3. Tom se présenta devant tante Polly, assise auprès de la fenêtre d'une pièce agréable, située sur le derrière de la maison, et qui servait à la fois de chambre à coucher, de salle à manger et de bibliothèque. Les parfums de l'été, le calme reposant, le bourdonnement berceur des abeilles avaient accompli leur œuvre, et la vieille dame dodelinait de la tête sur son tricot, car elle n'avait pas d'autre compagnon que le chat endormi sur ses genoux. Par mesure de prudence, les branches de ses lunettes étaient piquées dans sa chevelure grise. Persuadée que Tom avait abandonné sa tâche depuis longtemps, elle s'étonna de son air intrépide et de son audace. « Est-ce que je peux aller jouer maintenant, ma tante ?»« Quoi ? Déjà ? Où en es-tu de ton travail ?»« J'ai tout fini, ma tante. »« Tom, ne mens pas, j'ai horreur de cela. »« Je ne mens pas, ma tante, tout est fini. » Tante Polly ne se fiait guère à des déclarations de ce genre. Elle sortit afin d'en vérifier l'exactitude par elle-même. Elle se fut d'ailleurs estimée très heureuse de découvrir 20% de vérité dans les affirmations de Tom. Lorsqu'elle constata que la palissade, entièrement blanchie, avait reçu 2 et même 3 bonnes couches de badigeon à la chaux, lorsqu'elle s'aperçut qu'une bande blanche courait à même le sol, au pied de la clôture, sa stupeur fut indicible. « Oh, je n'aurais jamais cru cela !» s'exclama-t-elle. « Il n'y a pas à dire. Tu sais travailler quand tu veux bien t'y mettre, Tom. Malheureusement, je suis forcée de reconnaître que l'envie ne t'en prend pas souvent, ajouta-t-elle, atténuant du même coup la portée de son compliment. Allons, tu peux aller jouer, mais tâche de rentrer à l'heure, sinon gare à toi. La vieille dame, émue par la perfection du travail de Tom, le ramena à la maison, ouvrit un placard, choisit l'une de ses meilleures pommes et la lui offrit en même temps qu'un sermon sur la valeur et la saveur particulière d'un cadeau de ce genre, quand il est la récompense de vertueux efforts et non pas le fruit d'un péché. Et, tandis que tante Polly accompagnait la fin de son discours d'un geste impressionnant, Tom rafla un beignet à la confiture. Comme il s'éloignait, il vit Sid s'engager dans l'escalier extérieur qui donnait accès aux chambres du second étage situées derrière la maison. Des mottes de terre se trouvaient à portée de la main de Tom, et en un clin d'œil, l'air en fut empli. Elles s'abattirent furieusement autour de Sid comme une averse de grêle, et avant que tante Polly eût recouvré sa présence d'esprit et se fût précipitée à la rescousse, 6 ou 7 mottes avaient atteint leur objectif, et Tom avait disparu par-dessus la palissade du jardin. Le jardin, en fait, possédait une porte, mais Tom était toujours trop pressé pour s'en servir. Désormais, Tom avait l'âme en paix. Il avait réglé son compte à Sid, lui apprenant ainsi ce qu'il en coûtait d'attirer l'attention sur le fil noir de son col et de lui créer des ennuis. Il gagna, d'un pas allègre, la place du village où les garçons du pays, répartis en 2 groupes militarisés, s'étaient donné rendez-vous pour se livrer bataille. Tom était général en chef d'une de ces armées. Joe Harper, son ami intime, commandait l'autre. Ces 2 grands capitaines ne condescendaient jamais à payer de leur personne. Ils laissaient ce soin aux menus fretins, et assis l'un à côté de l'autre sur une éminence, ils dirigeaient les opérations par le truchement de leurs aides de camp. L'armée de Tom remporta une grande victoire après un combat acharné. Alors on dénombra les morts, on échangea les prisonniers, on mit au point les conditions de la prochaine querelle et l'on fixa la date de l'indispensable rencontre. Ensuite, les 2 armées formèrent les rangs et s'éloignèrent, tandis que Tom s'en revenait tout seul chez lui. En passant devant la demeure de Jeff Thatcher, il aperçut dans le jardin une fille qu'il n'avait jamais vue auparavant, une délicieuse petite créature aux yeux bleus. 2 longues nattes blondes lui encadraient le visage. Elle portait une robe d'été blanche et des pantalons brodés. Le héros, paré d'une gloire récente, tomba sous le charme sans coup férir. Une certaine Amy Lawrence disparut de son cœur sans même laisser la trace d'un souvenir derrière elle. Il avait cru l'aimer à la folie, il avait pris sa passion pour de l'adoration, et voyez un peu, ce n'était qu'une pauvre petite inclination. Il avait mis des mois à la conquérir. Elle lui avait avoué ses sentiments une semaine plus tôt. Et pendant 7 jours,
Il avait été le garçon le plus heureux et le plus fier qui soit au monde. Et voilà qu'en un instant, Amy était partie, avait quitté son cœur comme un étranger venu rendre une petite visite de politesse. Tom adora ce nouvel ange descendu du ciel jusqu'au moment où il se vit découvert. Alors, il feignit de ne pas s'apercevoir de la présence de la fille, et, recourant à toutes sortes de gamineries ridicules, se mit à faire le paon, pour forcer son admiration. Il conserva cette attitude grotesque pendant un certain temps encore, mais au beau milieu d'un périlleux exercice d'acrobatie, il lança un regard de côté et s'aperçut que la fillette lui tournait le dos et se dirigeait vers la maison. Tom s'approcha de la clôture du jardin et se pencha par-dessus dans l'espoir qu'elle ne rentrerait pas tout de suite. Elle s'arrêta sur les marches du perron, puis se remit à monter. Elle allait franchir le seuil. Tom poussa un gros soupir et son visage s'illumina aussitôt, car, avant de disparaître, la petite lui lança une pensée par-dessus la clôture. Tom courut, s'arrêta à quelques centimètres de la fleur et, les mains en écran devant les yeux, parcourut la route du regard comme s'il avait remarqué quelque chose d'intéressant. Ensuite, il ramassa un long brin de paille, le posa en équilibre sur son nez, et, tout en se livrant à ce difficile exercice, il se rapprocha insensiblement de la pensée. Enfin, il couvrit la fleur de son pied nu, son orteil souple s'en empara, et Tom se sauva à cloche-pied avec son trésor. Dès qu'il eut échappé aux yeux indiscrets, il enfouit la pensée dans sa veste, tout près du cœur, à moins que ce ne fût près de son estomac. Ses notions d'anatomie n'étaient pas très précises. Il retourna se pavaner devant la clôture du jardin et s'y attarda jusqu'au crépuscule. Mais la fille ne daigna pas se montrer. Pour se consoler, Tom se dit qu'elle était peut-être restée cachée derrière une fenêtre et qu'elle n'avait perdu aucun de ses mouvements. En désespoir de cause, il reprit le chemin du logis, la tête farcie de visions enchanteresses. Au cours du dîner, il se montra si gai que sa tante se demanda ce qui avait bien pu lui arriver. Il se fit gronder pour avoir lancé des mottes de terre acides, mais il n'y prit pas garde. Il essaya de voler du sucre sous les yeux même de sa tante, ce qui lui valut une bonne tape sur les doigts. « Tante, dit-il, tu ne bats pas Sid quand il prend du sucre. »« Sid n'est pas aussi empoisonnant que toi. Si je ne t'avais pas à l'œil, tu mangerais tout le sucre. » Quelques instants plus tard, la vieille dame se rendit à la cuisine. Fier de son impunité, Sid allongea la main pour prendre le sucrier, non sans décocher à Tom un regard conquérant, qui exaspéra ce dernier. Mais les doigts de Sid glissèrent, le sucrier tomba à terre et se cassa en 1000 morceaux. Cet accident plongea Tom dans un tel ravissement qu'il réussit à tenir sa langue et observa un mutisme absolu. Il se jura de ne rien dire lorsque sa tante arriverait, et de ne pas bouger jusqu'à ce qu'elle demandât qui était le coupable. Alors, il lui apprendrait la vérité, et rien ne serait plus doux que de voir le chouchou de tante Polly, le garçon modèle, pris en flagrant délit. Il exultait à tel point qu'il eut bien du mal à se contenir lorsque la vieille dame revint et contempla le désastre, les yeux chargés d'éclairs menaçants. « Ça va y être, » se dit-il. Mais le moment venu, il était déjà étalé de tout son long sur le plancher, et la main puissante de sa tante se levait pour frapper un nouveau coup quand il s'écria « Arrête! Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est Sid qui a cassé le sucrier !» Tante Polly demeura perplexe, et Tom la regarda d'un air suppliant. Mais elle se contenta de déclarer « Ce sera pour les fois où tu n'as pas été puni quand tu le méritais. » Tante Polly s'en voulut ensuite de son attitude, et elle faillit manifester son repentir par quelques mots affectueux. Cependant, elle estima que ce serait du même coup reconnaître ses torts, chose que la discipline lui interdisait. Elle prit donc le parti de se taire et, le cœur rempli de doutes, continua de vaquer aux soins du ménage. Tom s'en alla bouder dans un coin et donner libre cours à son amertume. Il savait qu'au fond d'elle-même, sa tante regrettait son geste, mais il était fermement décidé à repousser toutes ses avances. Il sentait sur lui, de temps en temps, un regard suppliant voilé de larmes, mais il restait de marbre. Il se représentait sur son lit de mort. Sa tante, penchée sur lui, implorait un mot de pardon, mais lui, inflexible, se tournait vers le mur et rendait l'âme sans prononcer une parole.
Quel effet est-ce que ça lui ferait? Puis, il imaginait un homme ramenant son cadavre à la maison. On l'avait repêché dans la rivière. Ses boucles étaient collées à son front et ses pauvres mains immobiles pour toujours. Son cœur si meurtri avait cessé de battre. Tante Polly se jetterait sur lui. Ses larmes ruisselleraient comme des gouttes de pluie. Elle demanderait au Seigneur de lui rendre son petit garçon et promettrait de ne plus jamais le punir à tort. Mais il resterait là, raide et froid devant elle. Pauvre petit martyr dont les mots avaient pris fin. Son imagination s'échauffait, ses rêves revêtaient un caractère si dramatique qu'il avait peine à avaler sa salive et qu'il menaçait d'étouffer. Ses yeux s'emplissaient de larmes qui débordaient chaque fois qu'il battait des paupières et coulaient le long de son nez. Il se complaisait dans sa douleur. Elle lui paraissait trop sacrée pour tolérer toute gaieté superficielle, toute joie intempestive. Et bientôt, lorsque sa cousine Mary arriva en dansant de joie à l'idée de se retrouver sous le toit maternel après 8 jours d'absence, Tom se leva et, toujours enveloppé de nuées sombres, sortit par une porte, tandis que Mary entrait par une autre, semblant apporter avec elle le soleil et les chansons. Il évita les endroits fréquentés par les autres garçons et chercha des lieux désolés en harmonie avec son état d'âme. Un train de bois était amarré au bord de la rivière. Tom alla s'y installer et contempla la morne étendue liquide. Il eût aimé mourir, se noyer, mais à condition que lui fussent épargnées les cérémonies auxquelles la nature se livre en pareil cas. Alors, il songea à sa pensée. Il sortit la fleur de sa veste. Elle était toute flétrie, ce qui augmenta considérablement le plaisir qu'il prenait à cette sombre rêverie. Il se demanda si elle le plaindrait, si elle savait. Pleurerait-elle? Oserait-elle mettre ses bras autour de son cou pour le réconforter? Ou bien lui tournerait-elle le dos? Lui témoignerait-elle autant de froideur que le reste du monde? Ces réflexions lui causèrent tant de joie et tant de douleur qu'il les caressa et les retourna jusqu'à leur en faire perdre toute saveur. Finalement, il se leva, poussa un soupir et s'en alla dans l'obscurité. Vers les 10 heures, il s'engagea dans la rue déserte, en bordure de laquelle s'élevait la demeure de sa chère inconnue. Il s'arrêta un instant. Nul bruit ne venait frapper son oreille. Une bougie éclairait une lueur confuse le rideau d'une fenêtre du second étage. Était-ce là une manifestation de la présence sacrée? Tom escalada la clôture du jardin, se glissa en tapinois au milieu des massifs et se posta juste au-dessous de la fenêtre éclairée, le cœur battant d'émotion. Il la contempla un long moment, puis il s'allongea sur le sol, les mains jointes sur la poitrine, sa pauvre fleur flétrie entre les doigts. C'est ainsi qu'il eût voulu mourir, sans toit au-dessus de sa tête, sans amis pour éponger sur son front les gouttes de sueur des agonisants, sans visage aimé pour s'incliner sur lui lorsqu'on aurait commencé la grande épreuve. C'est ainsi qu'elle le verrait le lendemain matin, lorsqu'elle se pencherait à la fenêtre pour se faire caresser par le soleil joyeux. Verserait-elle au moins une seule petite larme sur sa dépouille sans vie? Pousserait-elle au moins un petit soupir en songeant à l'horreur d'une jeune et brillante existence si brutalement fauchée? La fenêtre s'ouvrit. La voix discordante d'une bonne profana le calme sacré de la nuit, et un torrent d'eau s'abattit sur les restes du pauvre martyr. À demi noyé sous ce déluge, notre héros bondit en toussant et renâclant. Un projectile siffla dans l'air en même temps que retentissait un juron. On entendit un bruit de verre brisé et une petite silhouette indistincte bondit par-dessus la palissade avant de s'effacer dans les ténèbres. Peu de temps après, Tom, qui s'était déshabillé pour se coucher, examinait à la lueur d'une chandelle ses vêtements trempés. Sid se réveilla, mais si jamais l'idée lui vint de se livrer à quelques commentaires, il préféra les garder pour lui, car dans les yeux de Tom brillait une flamme inquiétante. Tom se mit au lit, sans ajouter à cette journée le désagrément de la prière, et Sid ne manqua pas de noter cette omission. Chapitre 4. Le soleil se leva sur un monde paisible et étendit sa bénédiction au calme village. Après le petit déjeuner eut lieu la prière dominicale. Tante Polly commença par de solides citations bibliques assorties de commentaires personnels.
Pour couronner le tout, elle débita, comme du haut du Sinaï, un chapitre rébarbatif de la loi de Moïse. Puis Tom s'arma de courage et se mit à apprendre ses versets. Sid, lui, savait sa leçon depuis plusieurs jours. Tom fit appel à toute son énergie pour s'enfoncer dans la tête les 5 versets qu'il avait choisis dans le sermon sur la montagne, faute d'avoir pu en trouver de plus courts. Au bout d'une demi-heure, il avait une idée vague de sa leçon, sans plus, car sa pensée n'avait cessé de parcourir le domaine des préoccupations humaines et ses mains de jouer avec ceci ou avec cela. Sa cousine Mary lui prit son livre et lui demanda de réciter ce qu'il avait retenu. Il avait l'impression de marcher au beau milieu du brouillard. Bienheureux les pauvres, oui, les pauvres, bienheureux les pauvres en esprit. En esprit. Bienheureux les pauvres en esprit, car bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils je sais plus, seront, ah, c'est ça, car ils seront affligés, bienheureux ceux qui seront, s'affligeront, car ils seront quoi? Pourquoi ne me le dis-tu pas, Mary? Pourquoi es-tu si méchante? Ah non, Tom, espèce de tête de bois, ce n'est ni de la méchanceté ni de la taquinerie. Il faut que tu apprennes ta leçon. Allons, ne te décourage pas. Tu y arriveras. Et si tu y arrives, je te donnerai quelque chose de très joli. Allons, sois gentil. Si tu veux. Mais qu'est-ce que tu vas me donner, Mary? Dis-le-moi. Ne t'occupe pas de cela pour le moment. Tu sais très bien que, si je t'ai dit que ce serait joli, c'est que c'est vrai. D'accord, Mary. Je vais repiocher ma leçon. Tom repiocha donc sa leçon, et doublement stimulé par la curiosité et par l'appât du gain possible, il déploya tant de zèle qu'il obtint un résultat éblouissant. Mary lui donna un couteau Barlow, tout neuf, qui valait bien 12 cents, et la joie qu'il en ressentit l'ébranla jusqu'au tréfonds de son être. Il est vrai que le couteau ne coupait pas, mais c'était un véritable Barlow, et il n'en fallait pas plus pour assurer le prestige de son propriétaire. Où donc les gars de l'Ouest ont-ils pris l'idée que les contrefaçons pourraient nuire à la réputation d'une telle arme? Cela reste et restera peut-être toujours un profond mystère. Tom parvint à égratigner le placard avec, et il s'apprêtait à en faire autant sur le secrétaire quand il reçut l'ordre de s'habiller pour se rendre à l'école du dimanche. Mary lui remit une cuvette remplie d'eau et un morceau de savon. Il sortit dans le jardin et posa la cuvette sur un petit banc, puis il trempa le savon dans l'eau, retroussa ses manches, vida tranquillement le contenu de la cuvette sur le sol, retourna à la cuisine et commença à se frotter le visage avec énergie à l'aide d'une serviette. Par malheur, Mary s'empara de la serviette. « Voyons, tu n'as pas honte, Tom? Il ne faut pas être comme ça. L'eau ne te fera pas de mal ?» Tom se sentit un peu penaud. La cuvette fut remplie de nouveau et cette fois, prenant son courage à deux mains et poussant un gros soupir, Tom fit ses ablutions. Lorsqu'il rentra à la cuisine, il avait les 2 yeux fermés. L'eau et la mousse qui lui couvraient le visage témoignaient de ses efforts. Tâtonnant comme un aveugle, il chercha la serviette. Lorsqu'il se fut essuyé, on vit apparaître sur son visage une espèce de masque blanchâtre qui s'arrêtait à la hauteur des yeux et au niveau du menton. Au-dessus et au-dessous de la ligne ainsi tracée, s'étendait tout un territoire sombre, toute une zone non irriguée, qui couvrait le front et faisait le tour du cou. Marie se chargea de remédier à cet état de choses, et Tom sortit de ses mains semblables, sous le rapport de la couleur, à tous ses frères de race. Ses cheveux embroussaillés étaient bien peignés, et ses mèches bouclées disposées sur son front avec autant de grâce que de symétrie. En général, Tom se donnait un mal inouï pour aplatir ces ondulations qu'il jugeait trop efféminées, et qui lui faisaient le désespoir de sa vie. Ensuite, Mary sortit d'une armoire un complet, dont il ne se servait que le dimanche depuis 2 ans, et que l'on appelait simplement ses autres vêtements.
ce qui nous permet de mesurer l'importance de sa garde-robe. Dès qu'il se fut habillé, sa cousine vérifia sa tenue, lui boutonna sa veste jusqu'au menton, lui rabattit son large col de chemise sur les épaules, le brossa et le coiffa d'un chapeau. Sa mise s'étant considérablement améliorée, il paraissait maintenant aussi mal à l'aise que possible, et il l'était vraiment, car la propreté et les vêtements en bon état lui apparaissaient comme une contrainte exaspérante. Il escompta un moment que Marie oublierait ses souliers, mais ses espérances furent déçues. Elle les enduisit de suif selon la coutume et les lui apporta. Il se fâcha, disant qu'on l'obligeait toujours à faire ce qu'il ne voulait pas. Mais Mary prit un ton persuasif. « S'il te plaît, Tom, c'est bien, tu es un gentil garçon. » Et il enfila ses souliers en grognant. Mary fut bientôt prête, et les 3 enfants se rendirent à l'école du dimanche, endroit que Tom détestait du plus profond de son cœur, alors que Sid et Mary s'y plaisaient beaucoup. La classe durait de 9h à 10h30 et était suivie du service religieux. 2 des enfants restaient de leur plein gré pour écouter le serment, l'autre y était toujours retenu par des raisons plus impératives. L'église, édifice de style très dépouillé, était surmontée d'un simple clocheton de bois, de pin, et pouvait contenir environ 300 fidèles qui s'asseyaient sur des bancs sans coussin. À la porte, Tom accosta l'un de ses camarades endimanché comme lui. « Hé, dis donc, Bill, tu as un bon point jaune ?»« Oui. Que voudrais-tu en échange ? Qu'est-ce que tu as à me donner ? Un bout de réglisse et un hameçon. Fais voir. » Tom s'exécuta. Les 2 objets, offrant entière satisfaction, changèrent de main ainsi que le bon point. Ensuite, Tom troqua une paire de billes blanches contre 3 bons points rouges et quelques autres bagatelles contre 2 bons points bleus. Son manège dura en tout un bon quart d'heure. Lorsqu'il eut terminé, il entra à l'église en même temps qu'une nuée de garçons et de filles bien lavés et fort bruyants. Il gagna sa place et aussitôt commença à se chamailler avec son voisin. Le maître, un homme grave, d'âge respectable, s'interposa immédiatement, mais Tom s'empressa de tirer les cheveux d'un garçon assis sur le banc voisin dès qu'il lui eut tourné le dos. Quand il fit volte-face, Tom était plongé dans son livre de prière. Non content de cet exploit, il donna alors un coup d'épingle à un autre de ses condisciples pour le plaisir de l'entendre crier « Aïe !» et s'attira une nouvelle réprimande. Tous les camarades de Tom, calqués sur le même modèle, étaient aussi remuants, bruyants et insupportables que lui. Lorsqu'on les interrogeait, aucun d'eux ne savait correctement sa leçon, et il fallait à chaque instant leur tendre la perche. Néanmoins, ils en venaient à bout qu'à un, qu'à et obtenaient une récompense sous la forme d'un bon point bleu, au verso duquel était écrit un passage de la Bible. Chaque bon point bleu représentait 2 versets récités par cœur. 10 bons points bleus équivalaient à un rouge et pouvaient être échangés contre lui. 10 bons points rouges donnaient droit à un bon point jaune, et pour 10 bons points de cette couleur, le directeur de l'école remettait à l'élève une Bible qui, en ces temps heureux, valait 40 cents. Combien de mes lecteurs auraient le courage de retenir par cœur 2000 versets, même pour obtenir une Bible illustrée par Gustave Doré? Pourtant, c'était grâce à ce procédé que Mary avait acquis 2 Bibles. Cela représentait l'effort de 2 années. Et l'on citait le cas d'un garçon, d'origine allemande, qui avait gagné ainsi 4 ou 5 livres saints. Un jour, il lui était arrivé de réciter 3000 versets d'affilée, mais un tel abus de ses facultés mentales l'avait rendu à peu près idiot. Véritable désastre pour l'école, car dans les grandes occasions, le directeur faisait toujours appel à ce garçon pour parader, ainsi que le disait Tom dans son langage. Seuls les élèves les plus âgés conservaient leurs bons points et s'attelaient à leur besogne monotone assez longtemps pour obtenir une Bible. La remise de l'un de ces prix devenait dans ces circonstances un événement rare et important. Le lauréat était si bien mis en vedette que le cœur de ses condisciples brûlait souvent pendant 15 jours d'une ardeur nouvelle. Il est possible que Tom n'ait jamais tenu à la récompense en soi,
mais il est incontestable qu'il avait pendant des jours rêvé à la gloire qui s'attachait aux héros de la cérémonie. Bientôt, le directeur vint se placer en face des élèves et réclama leur attention. Il tenait à la main un livre de cantiques entre les pages duquel il avait glissé son index. Lorsque le directeur d'une école du dimanche fait son petit discours rituel, un recueil de cantiques lui est aussi nécessaire que l'inévitable partition au chanteur qui s'avance sur une scène et s'apprête à chanter un solo dans un concert. Il y a là quelque chose de mystérieux, car dans l'un ou l'autre cas, la personne n'a réellement besoin ni du livre ni de la partition. Le directeur était un homme mince, de 35 ans environ. Il portait un bouc blond, filasse, et ses cheveux coupés courts étaient de la même couleur. Son col empesé lui remontait par derrière jusqu'aux oreilles, et se terminait sur le devant par 2 pointes acérées qui atteignaient la hauteur de sa bouche. C'était en somme une sorte de carcan qui l'obligeait à regarder toujours droit devant lui, ou bien à se retourner tout entier quand il désirait avoir une vue latérale des choses ou des gens. Son menton s'étayait sur une cravate large et longue, comme un billet de banque, et terminée par des franges. Ses souliers étaient à la mode, en ce sens qu'ils relevaient furieusement du bout, effet obtenu par les élégants en passant des heures les pieds arc-boutés contre un mur. M. Walters était très digne d'aspect et très loyal de caractère. Il avait un tel respect pour tout ce qui touchait à la religion que le dimanche il prenait, à son insu, une voix qu'il n'avait pas les autres jours. « Allons, mes enfants, commença-t-il de son ton dominical, je voudrais que vous vous leviez et que vous vous teniez tous bien droits, bien gentiment, et que vous m'accordiez votre attention pendant 1 ou 2 minutes. Parfait, nous y voilà. C'est ainsi que doivent se conduire de bons petits garçons et de bonnes petites filles. Je vois une petite fille qui est en train de regarder par la fenêtre. Je crains qu'elle ne me croie de ce côté-là. Peut-être se figure-t-elle que je suis perché dans un arbre et que je tiens un discours aux petits oiseaux ? Murmures approbateurs dans l'assistance. Je veux vous dire combien ça me fait plaisir de voir réunis en ce lieu tant de petits visages propres et clairs, tant d'enfants venus ici pour apprendre à se bien conduire et à être gentils, etc. Inutile de reproduire le reste de l'homélie. Ce genre de discours nous étant familier, nous n'insisterons pas. Le dernier tiers de la harangue fut gâché par la reprise des hostilités entre les fortes têtes, par des bruits de pieds et des chuchotements dont le murmure assourdi déferla comme une vague contre ces rocs de vertu qu'étaient Sid et Mary. Cependant, le tapage cessa dès que M. Walters eut fermé la bouche, et à la fin de son discours fut accueillie par une explosion de muettes reconnaissances. L'agitation, d'ailleurs, avait tenu en partie à un événement assez rare, l'arrivée de visiteurs. Accompagné d'un petit vieillard grêle, d'un bel homme entre 2 âges, d'une dame distinguée, sans aucun doute l'épouse de ce dernier, maître Thatcher avait fait son entrée à l'église. La dame tenait une petite fille par la main. Depuis le début de la classe, Tom n'avait cessé de se débattre contre sa conscience. La vue d'Amy Lawrence, dont il ne pouvait soutenir le regard affectueux, le mettait au supplice. Cependant, lorsqu'il aperçut la nouvelle venue, il se sentit inondé de bonheur des pieds à la tête. Aussitôt, il commença à faire le paon, pinça ses camarades, leur tira les cheveux, fit des grimaces, bref, se livra à toutes les facéties susceptibles, selon lui, de séduire une jeune personne. Il n'y avait qu'une ombre au tableau de sa félicité, le souvenir de ce qui s'était passé la veille au soir dans le jardin de l'inconnu. Les visiteurs s'assirent aux places d'honneur et, dès que M. Walters eut terminé sa harangue, il les présenta à ses élèves. Le monsieur entre 2 âges n'était rien de moins que l'un des juges du comté. Les enfants n'avaient jamais eu l'occasion de voir en chair et en os un personnage aussi considérable, et ils le regardaient de tous leurs yeux avec un mélange d'admiration et d'effroi, se demandant de quoi il était fait. C'est tout juste si, dans leur excitation, ils ne s'attendaient pas à l'entendre rugir. Il venait de Constantinople, petite ville distante d'une 20aine de kilomètres, ce qui voulait dire combien il avait voyagé et vu de pays, et que ses yeux avaient bel et bien contemplé le tribunal du comté qui, disait-on,
avait un toit de tôle ondulée. Il s'agissait du grand juge Thatcher en personne, le propre frère du notaire de l'endroit. Jeff Thatcher quitta les rangs et vint s'entretenir avec lui sous les yeux de ses camarades verts de jalousie. « Regarde donc, Jim, mais regarde donc! Il lui serre la main! Oh, sapristi, il en a de la veine, ce Jeff !» Tout gonflé de son importance, M. Walters s'agita, donna des ordres à tort et à travers. Le bibliothécaire, les bras chargés de livres, ne voulut pas être en reste et courut de droite et de gauche comme un insecte affairé, en se donnant toute l'autorité dont se délectent les petits chefs. La contagion gagna les jeunes maîtresses. Elles se penchèrent de façon charmante sur des élèves qu'elles avaient giflés l'instant d'avant, et avec un joli geste de la main, rappelèrent à l'ordre les mauvais sujets et caressèrent les cheveux de ceux qui se tenaient bien. Les maîtres distribuèrent des réprimandes et s'efforcèrent de maintenir une stricte discipline. La plupart des professeurs des deux sexes eurent soudain besoin de recourir au service de la bibliothèque, près de l'estrade, et ceci à maintes reprises, en affichant chaque fois une contrariété apparente. Les petites filles firent tout pour se faire remarquer. Quant aux garçons, ils déployèrent tant d'ardeur à ne point passer inaperçus que l'air s'emplit de boulettes de papier et de murmures divers. Majestueux, rayonnant, le juge contemplait ce spectacle avec un sourire et se réchauffait au soleil de sa propre importance, car lui aussi paradait. Une seule chose manquait à M. Walters, pour que sa félicité fût complète: pouvoir remettre une Bible d'honneur à un jeune prodige. Il eût donné n'importe quoi pour que ce garçon d'origine germanique fût en possession de toutes ses facultés mentales et figurât en ce moment au nombre de ses élèves. Certains bambins avaient beau détenir plusieurs bons points jaunes, aucun n'en avait assez pour satisfaire aux conditions requises. Alors que tout semblait irrémédiablement perdu, Tom Sawyer quitta les rangs, s'avança avec 9 bons points jaunes, 9 bons points rouges, 10 bons points bleus et réclama une Bible. Coup de tonnerre dans un ciel serein. M. Walters n'en croyait pas ses yeux. Venant d'un tel sujet, il ne se serait pas attendu à semblable demande avant une dizaine d'années. Mais à quoi bon nier l'évidence? Appuyés par le nombre réglementaire de bons points, les prétentions de Tom étaient des plus justifiées. En conséquence, Tom fut installé à côté du juge et des puissants du jour. Lorsque M. Walters annonça la nouvelle, ce fut une surprise comme on n'en avait pas connu au village depuis 10 ans. Du même coup, Tom se hissa au niveau du juge Thatcher, et les élèves abasourdis eurent 2 héros à admirer au lieu d'un. Les garçons crevaient de jalousie. Mais les plus furieux étaient ceux qui avaient contribué à la gloire de Tom, en lui échangeant des bons points contre les richesses qu'il avait amassées la veille devant la palissade de sa tante. Ils s'en voulaient tous d'avoir été la dupe d'un escroc aussi retors, d'un serpent si plein de ruses. La récompense fut remise à Tom avec toute l'effusion dont le directeur se sentit capable. Néanmoins, ses paroles manquèrent un peu de conviction, car le malheureux pensait qu'il y avait là un mystère qu'il valait mieux ne pas approfondir. Que ce garçon-là, parmi tant d'autres, eût emmagasiné 2000 versets de la Bible, dépassait l'entendement, car sa capacité normale d'absorption ne devait guère se monter à plus d'une douzaine de ces mêmes versets. Amy Lawrence, heureuse et fière, essayait d'attirer l'attention de Tom, qui évitait de regarder de son côté. Elle en fut d'abord surprise, puis un peu inquiète, et, finalement, s'étant rendue compte d'où provenait l'indifférence de son amie, elle fut mordue par le serpent de la jalousie. Son cœur se brisa, les larmes lui montèrent aux yeux, et elle se mit à détester tout le monde en général, et Tom en particulier. Tom fut présenté au juge. Son cœur battait, sa langue était comme paralysée. Il pouvait à peine respirer. Cela tenait en partie à l'importance du personnage, mais surtout au fait qu'il était le père de l'adoré. Le juge caressa les cheveux de Tom, l'appela « mon brave petit » et lui demanda son nom. Le garçon bredouilla, bafouilla et finalement répondit d'une voix mal assurée. « Tom. »« Oh non, pas Tom, voyons. Non, Thomas. »« Ah, c'est bien ce qui me semblait, Tom. C'est un peu court, mais ce n'est pas tout.
Tu as un autre nom. Allons, dis ton nom de famille au monsieur. Thomas, intervint M. Walters. Et n'oublie pas de dire monsieur. Il ne faut pas que l'émotion t'empêche d'avoir de bonnes manières. Thomas Sawyer, monsieur. Très bien, c'est un bon petit. Il est très gentil ce garçon, un vrai petit homme. 2000 versets, ça compte. Et tu ne regretteras jamais le mal que tu t'es donné pour les apprendre. Le savoir est la plus belle chose du monde. C'est grâce à la science qu'il y eut et qu'il y a de grands hommes, des hommes dignes de ce nom. Un jour, mon petit Thomas, tu seras un grand homme. Tu te retourneras vers ton passé et tu diras que tu dois ta situation aux précieux enseignements de l'école du dimanche, que tu la dois aux chers maîtres qui t'ont montré ce qu'était le savoir, à ton excellent directeur qui t'a encouragé, qui a veillé sur tout, qui t'a donné une belle Bible, une Bible magnifique, qui sera tienne pour toujours. Bref, que tu dois à tous la bonne éducation que tu as reçue. Voilà ce que tu diras, mon petit Thomas. D'ailleurs, je suis sûre que jamais tu ne pourras accepter d'argent pour ces 2000 versets. Et maintenant, tu ne refuseras pas de me répéter, ainsi qu'à cette dame, quelques-unes des choses que tu as apprises. Nous aimons beaucoup les jeunes garçons studieux. Voyons, tu sais évidemment les noms des 12 apôtres. Veux-tu me dire quels furent les 2 premiers ? Tom ne cessait de tirailler un bouton de sa veste. Il avait l'air désemparé. Il se mit à rougir et baissa les yeux. Le cœur de M. Walters se serra. Cet enfant est incapable de répondre à la moindre question, se dit le pauvre homme. Pourquoi le juge l'a-t-il interrogé ? Cependant, il se crut obligé de tenter quelque chose. Allons, Thomas, fit-il, réponds donc à monsieur, n'aie pas peur. Vous ne refuserez pas de me répondre à moi, n'est-ce pas, mon petit ? Déclara la dame. Les 2 premiers disciples s'appelaient David et Goliath. La charité nous force à tirer le rideau sur le reste de cette scène.